Aujourd'hui, si tu es d'accord, on va voyager un peu en Italie. Ah, l'Italie. La mer, Barcelone, les bar tapas, hola, ¿qué tal? Alors on va essayer de se concentrer un peu si tu veux bien. Si on commence déjà à confondre avec l'Espagne, ça va pas le faire. Et puis là, tu peux dire adieu au soleil, ça va plutôt être le côté Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, tranchées, sueur, saleté, ça va pas forcément faire rêver. Ah oui, c'est vrai que l'Italie a participé aux deux guerres mondiales. Mais pendant la Première Guerre mondiale, elle était dans quel camp? Le nôtre. Elle se battait dans les Alpes contre l'Autriche-Hongrie. C'était donc notre allié. Mais l'Italie, la guerre, ça lui réussit pas, hein. Ça a été 3 ans de défaites pratiquement continuelles. Bref, en tout cas en 1918, le régime est tellement mal en point qu'on se demande s'il ne va pas s'effondrer. Mais c'est quoi comme régime déjà là-bas? C'est un roi, une république? C'est une monarchie constitutionnelle qui administre l'Italie depuis 1861 et qui a déjà compté 3 rois. Victor Emmanuel II, Humbert, Victor Emmanuel III. Et avant 1861, c'était quoi? Ben avant, il n'y avait pas d'Italie en fait, hein. C'était une multitude de royaumes, républiques, États, duchés, que voilà réunis en 1861 sous la coupe du prince de Piémont, Victor Emmanuel II. Cette unification, c'est ce qu'on appelle le Risorgimento. Pendant la Première Guerre mondiale, c'est son petit-fils qui est sur le trône, Victor Emmanuel III. Alors Victor Emmanuel III, il est tout petit, c'est un roi un peu court de jambes. Son physique n'est pas très gracieux, et lui vaut parfois un complexe d'infériorité. C'est le Tyrone Lannister du XXe siècle, si tu veux. D'ailleurs, les causes de cette malformation ne sont pas très étonnantes. Dégénérescence, mariage entre cousins, tout ça. En 1918, la monarchie libérale sort extrêmement affaiblie de la guerre. 670 000 morts, pratiquement pas de victoire, des destructions matérielles immenses, des routes inutilisables, des milliers d'hectares irrécupérables pour la culture. La sortie de la guerre est très difficile, et les agitations sociales sont extrêmes. Une période un peu chaotique apparaît alors, et 2 mouvements révolutionnaires se disputent l'encadrement des nouvelles masses en colère, les socialistes et les fascistes. Celui qui va l'emporter est le chef des fascistes, un certain fils de forgeron romagnol, qui va nous occuper quelque peu aujourd'hui. Bienvenue sur L'étoffe d'un chef, une chaîne qui vous dresse avec amour, mais aussi avec franchise, le portrait des grands hommes d'État du XXe siècle. Déjà Tito, Salazar, Boumedienne, Saddam Hussein et Kadhafi n'ont plus de secret pour mes abonnés. Aujourd'hui, mes amis, il est temps de forger l'étoffe du Duce. J'ai nommé Benito Mussolini. Entre 1917 et 1922, il s'est écoulé 5 ans de désordre. Le peuple est mécontent. La cause de ce mécontentement, c'est évidemment la guerre. La guerre a entraîné une inflation terrible et des pénuries. Certaines villes n'ont même plus de pain pour manger. Ainsi, Turin entre en émeute en août 1917. Les boulangeries sont pillées et les barricades sont élevées. Il apparaît clairement que la guerre, qu'elle soit une victoire ou une défaite, pourrait bien entraîner la chute du régime. Et rien d'étonnant à ça, la guerre a envoyé des millions de paysans italiens se battre dans les Alpes, dans la boue, mais il s'agissait d'une armée mal préparée et sous-encadrée qui aura vite fait d'enchaîner les boucheries pratiquement sans résultat. Cette saignée prend fin en 1918 et a débouché sur une soi-disant victoire. En effet, l'Italie, même si elle n'a guère été brillante, est quand même dans le camp des vainqueurs. Du coup, son territoire s'est agrandi. Elle a gagné le Trentin, Trieste, l'Istrie, le port de Zara et les îles du Carnero. Mais pour toutes ces souffrances endurées, pour 670 000 morts et 1 million de blessés, les Italiens s'attendaient à beaucoup plus. Bon, c'est quand même pas mal ce qu'ils ont eu. C'est déjà même plus grand que l'Italie actuelle. Oui, mais c'est quand même plus petit que les promesses qu'avaient faites les Alliés en échange de leur entrée en guerre. Et c'est pour extérioriser cette frustration que l'écrivain soldat italien Gabriele D'Annunzio réclame l'annexion du port de Fiume en Croatie. Et qui c'est ce gars? C'est un épisode sur Mussolini, tu veux pas plutôt qu'on parle de Mussolini? Bon, imagine que ce Gabriele D'Annunzio est une sorte de première incarnation de Mussolini. En fait, D'Annunzio est un aventurier au mental d'acier, très connu en Italie pour être à la fois poète, nationaliste et héros de guerre. Or, cet aventurier attaque en parfaite autonomie et s'empare du port de Fiume au cours d'une équipée un peu rocambolesque le 12 septembre 1919 et parvient à s'y maintenir. Le roi, bien qu'il hésite un peu devant cette nouvelle situation, n'est pas capable d'obtenir l'annexion du port dans ses discussions avec la Yougoslavie et la France. Du coup, il se voit obligé de faire respecter les traités et d'envoyer la marine italienne contre
ce même D'Annunzio, qui abandonne la ville en décembre 1920. Cette opération de la marine est extrêmement impopulaire. Ouais, parce que le gars, c'est un peu une star en Italie, quoi. Oui, le peuple l'appréciait pour son courage, et parce qu'il a vécu la guerre, comme eux, hein. Il n'est pas un homme de l'arrière, tu vois. Chose intéressante, ce type a fait de Fiume un véritable laboratoire du fascisme. En fait, c'est là qu'il va créer la plupart des attributs de ce mouvement politique. Les chemises noires, le cri de ralliement, le salut romain. Pendant ce temps, dans le pays, ça va mal. La situation économique est catastrophique. Oui, mais on est d'accord que tout ça, c'est à cause de la guerre. La guerre est passée. C'était un moment dur pour tout le monde, mais il suffit que le pays se remette sur les rails lentement, ça va se calmer, non enfin, je pense. Eh bien justement, le pays ne se remet pas sur les rails. D'abord parce que l'Italie avait énormément investi dans son industrie militaire et que les grands empires industriels italiens ont tous été mobilisés pour la production de guerre. Or là, il n'y a plus de guerre. Plus de guerre, plus de commandes de l'État, plus de production, et donc hausse du chômage. L'économie italienne, parce qu'elle a été presque totalement tournée pour faire la guerre, est maintenant pratiquement à l'arrêt. Les faillites bancaires s'enchaînent et le gouvernement n'arrive pas à faire quoi que ce soit. Deuxième problème, le pays est complètement paralysé par des grèves. Les masses italiennes sont en révolte. On a parlé des bataillons de D'Annunzio, qui sont dans une démarche de révolte dans un sens nationaliste. Mais dans les milieux ouvriers, il y a aussi une révolte, qui elle est plutôt à coloration socialiste. Alors bien sûr, le mot socialiste ici désigne... Oui, socialisme désigne une idéologie visant à la socialisation des biens de production. Tu me l'as répété plusieurs fois dans d'autres épisodes. Aucun rapport avec François Hollande. Donc, voilà, disons qu'on est plus près de Lénine que de François Hollande, quand j'emploie le mot socialiste. Alors, tous les deux vont dire que le changement c'est maintenant, mais Hollande c'est un changement qui change pas, tandis que Lénine c'est un changement qui change pour de vrai en fait. Bon, je reviens pas sur ce que c'est que le socialisme exactement, j'en ai parlé dans mon épisode sur Salazar par exemple, on en reparlera de toute façon sur la chaîne. Mais gardez bien en tête que Lénine, justement, il vient de faire sa révolution en 1917. Alors pourquoi ne pas faire en Italie ce qu'il a fait en Russie, se disent les socialistes. Et ces socialistes, ils sont actifs dans le nord, par la grève des prolétaires, et dans le sud, par l'occupation des grands domaines terriens. L'occupation des grands domaines. Oui, les socialistes investissent des domaines au hasard et essayent de les organiser en coopératives et en syndicats agricoles, sous le nez de leurs propriétaires ébahis. En fait, on entre dans ce qui s'appelle le Biennio Rosso, 2 années rouges. À Milan, printemps 1919, 200 magasins sont pillés. À Florence, une république soviétique est créée. Les usines de métallurgie du côté de Milan ou de Turin sont socialisées en 1920. Beaucoup de gens s'attendent en fait à ce que les socialistes prennent le pouvoir, tout simplement. La vérité, c'est que le régime actuel n'arrive plus à se défendre. Il faut vraiment se dire que la monarchie libérale incarne ce que tout le monde déteste. La corruption électorale, la révolution industrielle et ses effets pervers, la frustration d'après-guerre. Acculée, la monarchie a fini par accepter le suffrage universel, en 1919. Or, les gens ne voteront pas pour une réédition du système d'avant-guerre, c'est évident. Mais alors, la question c'est quel régime choisir si on ne veut plus de cette monarchie libérale? Là, il y a 3 possibilités. Soit on prend un régime que j'ai envie d'appeler démocrate chrétien, parce que le pays est majoritairement catholique, soit un régime socialiste, à condition qu'il réussisse à rassembler la classe ouvrière, soit, enfin, un régime fasciste. Ce sont les 3 partis de masse. J'entends par là des partis qui peuvent potentiellement rassembler les masses, parce qu'ils incarnent tous les 3 des thèmes qui sont populaires, qui ne laissent pas le peuple indifférent. L'attachement au catholicisme est populaire, la défense du prolétariat est populaire, et le nationalisme frustré des vétérans de guerre est populaire. Et ce sont les fascistes qui vont l'emporter aux élections. Non, pas aux élections, mais l'avenir du pouvoir n'est pas dans les élections. Là, la situation est tellement critique que il est clair que l'avenir du pouvoir est dans la rue. Les socialistes et les fascistes s'affrontent dans la rue, dans un pays qui est en train de partir en cacahuète. Et c'est vrai que ceux qui vont sortir vainqueurs de cette lutte, ce sont les fascistes. Alors, les voilà, les fascistes. Je vous laisse admirer ces braves têtes de jeunes motivés et pleins d'avenir. Je vous affiche leurs noms, vous inquiétez pas, on aura l'occasion de croiser certains d'entre eux dans notre récit. Alors d'où viennent-ils? Certains viennent des milieux monarchistes ou catholiques, mais la plupart viennent des milieux socialistes anarchistes. D'accord, ils viennent du socialisme, ils sont issus du socialisme. Et celui qui espère les diriger, même si cette jeunesse est bien fougueuse, c'est un homme mystérieux, lui aussi un saint socialiste, Benito Mussolini.
Donc en 1919-1920, c'est le biennio rosso, c'est-à-dire que les socialistes sont l'élément révolutionnaire le plus visible en Italie. Et le gouvernement est incapable de le mater. Que l'on me comprenne bien. Les grévistes et les paysans ont des raisons d'être en colère. Ils expriment une détresse réelle, le désir d'avoir un niveau de vie décent dans un pays qui descend lentement vers le chaos. Leurs intentions sont les moins condamnables du monde. Mais il faut bien dire qu'en 1920, le gouvernement bourgeois a fait un certain nombre de concessions aux grévistes. Augmentation de salaire, 6 jours fériés par an, indemnité face à la vie chère, majoration des heures supplémentaires, indemnité de licenciement et salaire minimal. Ces concessions obtenues, beaucoup d'ouvriers n'ont plus le cœur à la grève. Or, une partie des ouvriers ne désarme pas. C'est la partie la plus révolutionnaire, la plus décidée à prendre le pouvoir. Elle n'y parviendra cependant pas. Abandonnés par le Parti socialiste qui n'ose pas les soutenir, ces révolutionnaires, parmi lesquels le célèbre Gramsci, persistaient dans leur lutte courageuse sans trouver parmi eux un Lénine qui aurait pu les conduire au pouvoir romain. Les Russes, déçus, diront que la cause de cette défaite est la trahison du parti. Et ce sont bien ces révolutionnaires-là qui sont violemment engagés par les bandes fascistes. Concernant les paysans et les ouvriers agricoles, leur mécontentement vient du régime latifondiaire. Dans le sud de l'Italie, les propriétés sont d'immenses domaines régis par des aristocrates qui n'hésitent pas à faire travailler leurs ouvriers 14 heures par jour sur un contrat journalier pour un salaire misérable. Ces paysans demandent une réforme agraire. Le pouvoir ne la leur donne pas, mais octroie un droit d'occupation pour 4 ans. Suite à ce décret, les plus révolutionnaires d'entre eux sont dispersés par les gourdins fascistes. Quoi qu'on pense de tout ça, et même si cela s'est fait dans l'agressivité, l'arrêt des grèves était indispensable. Pour que les prix cessent de grimper, pour que la vie soit moins chère, il faut forcément relancer l'économie, et notamment le secteur métallurgique, qui s'était alors presque complètement arrêté. Parce qu'en s'entêtant, les ligues socialistes laissaient les non-grévistes dans un dénuement complet, détournaient volontiers les réserves des caisses au profit de leurs affiliés, et mettaient le pays dans une paralysie tout à fait insupportable. Et c'est cela qui cesse avec la victoire des fascistes. Alors vous vous demandez peut-être ce qu'il adviendra de toutes ces protestations sociales. Les fascistes, comme les socialistes, sont des révolutionnaires anti-bourgeois. En conséquence, le prolétariat sera bien mieux traité sous Mussolini qu'avant 1922. Concernant les paysans, cependant, Mussolini, par peur d'affronter la grande bourgeoisie, à qui il doit beaucoup, n'osera pas une véritable réforme agraire. Il optera pour une expropriation partielle en faveur des vétérans et une politique agricole ambitieuse. La crise puis la guerre laisseront toujours la paysannerie dans son état de misère profonde. En réalité, il faudra attendre les démocrates chrétiens en 1950 pour qu'une réforme agraire leur soit enfin accordée plus de 30 ans après le biennio Rosso. Alors, pendant ce temps-là, les bourgeois sont pas contents. Les bourgeois, que ce soit les industriels, parce qu'ils veulent faire repartir l'activité, ou les agrariens, les propriétaires agricoles, qui veulent récupérer leurs terres, qu'on leur a pris quand même, comme le roi est dépassé et que l'Italie n'est plus gouvernée, eh bien ils cherchent un moyen de se défendre. Et, laisse-moi deviner, ils envoient leur chèque aux seules personnes capables de vaincre les socialistes, les fascistes. On peut rien te cacher. Mussolini a maintenant les moyens de recruter des troupes. Les fascistes passent leur temps à attaquer les entreprises socialisées, à assiéger et incendier les locaux des municipalités socialistes, les imprimeries de journaux socialistes, les bourses du travail. Et ils s'organisent en bandes, dominées par des despotes locaux. Farinacci contrôle Crémone, Grandi est le chef de Bologne, Balbo est à Ravenne. Ces bandes, on les appelle les squadrilles, les escouades en français. C'est la base révolutionnaire du fascisme. Ici, un syndicaliste est mort d'un coup de gourdin. Ici, on frappe des grévistes avec des nerfs de bœuf. Là, on a forcé un socialiste à boire de l'huile de ricin. C'est pas joli, la guerre de rue. Mais en même temps, Mussolini devient de plus en plus populaire. Peu à peu, c'est presque toutes les villes qui tombent les unes après les autres. Sauf les métropoles ouvrières, comme Milan, Gênes et Turin. En mars 1922, 20 000 fascistes défilent à Milan, la capitale du socialisme italien quand même. Mais en fait, les squadristes, comme tu dis, ce sont des voyous, des délinquants, quoi, c'est tout. Oui, mais des voyous qui font le boulot que la police n'arrive plus à faire, parce qu'elle ne reçoit plus d'ordre. Au sommet de l'État, les gouvernements s'enchaînent et sont incapables de prendre une décision. Le 31 juillet 1922, les socialistes organisent une grève qu'ils appellent l'égalitaire. Et là, écoute bien, le parti fasciste alors envoie un message au gouvernement disant à peu près ceci.
on vous donne 48 heures pour rétablir l'ordre. Si vous ne le faites pas, on s'en chargera nous-mêmes. L'État, comme on l'imagine, perdu dans les disputes entre parlementaires, est incapable de réagir, et comme il l'avait annoncé, le 2 août, les fascistes envahissent presque toutes les villes, incendient les coopératives et les bourses de travail, attaquent les quartiers populaires au Gourdin, et forcent tous les grévistes à reprendre le travail. Les fascistes n'ont ni plus ni moins qu'empêché les socialistes de prendre le pouvoir. Le 28 octobre 1922, c'est la marche sur Rome. Les fascistes se proposent d'attaquer Rome. Mussolini cependant décide d'utiliser les chemises noires comme moyen de pression, mais non comme force paramilitaire. Il dit au roi Victor Emmanuel, « Votre Majesté, les fascistes vont marcher sur Rome, mais si vous me choisissez comme président du Conseil, tout ça va se passer dans le calme. » Et le roi a accepté. Mais il aurait dû envoyer l'armée. L'armée, c'est l'armée, les fascistes peuvent rien contre l'armée. Bien sûr, l'armée aurait pu réduire à néant les fascistes, sans aucun problème. Mais je crois que ni le roi, ni les soldats n'ont le cœur à tirer sur les fascistes. Les tuer, mais les tuer pour quoi faire? Pour que les socialistes reviennent en force et que la guerre des rues continue? Tout le monde veut revenir au calme. Mussolini n'est peut-être pas un saint, mais il est populaire. Il a empêché un basculement définitif dans la guerre civile et dans le socialisme. Et ça, tous les paysans l'en remercient, tous les bourgeois l'en remercient, et le roi en plus l'en remercie. Et puis, c'est quelqu'un avec qui on peut discuter. Mussolini n'est pas borné comme les socialistes révolutionnaires. Laissons-le gouverner un peu, on verra bien ce qu'il en sort. Mussolini gouverne donc à partir de 1922. D'ailleurs, il gouverne comme tous les présidents du Conseil avant lui, c'est-à-dire avec une majorité parlementaire, mais grâce à la confiance du roi. Tu veux dire que la constitution de la monarchie est toujours respectée? Mais je pensais que Mussolini c'était une dictature. Mais disons que la dictature va mettre du temps avant d'apparaître. En juin 1924, survient l'assassinat de Matteotti, un député socialiste. Il paraît évident que ce Matteotti a été liquidé par les fascistes. Commence alors une sorte de crise parlementaire. Il faut que Mussolini s'explique devant les députés. Pour manifester leur dégoût, tous les opposants au régime se retirent sur l'Aventin, selon une expression fameuse de l'Antiquité romaine. Le retrait sur l'Aventin. Mais ce retrait des opposants crée un appel d'air inespéré pour Mussolini. Et après moult hésitations, même s'il a traversé une phase d'abattement, il clame, dans un discours célèbre, en 1925, « Eh bien oui, si le fascisme est une association de délinquants, je suis le chef de cette association de délinquants. Bas les masques. » Oui, arrêtons de jouer la comédie, j'ai l'intention de régner par la dictature, et c'est comme ça. Il fait alors appel au service d'un certain Alfredo Rocco, un juriste brillant qui légalise en quelque sorte la dictature. Il fait supprimer tous les journaux hostiles au fascisme, il ordonne la fermeture de toutes les loges franc-maçonnes et de toutes les associations qui lui sont hostiles. Les syndicats, qu'ils soient anarchistes, communistes ou chrétiens, sont bientôt tous réduits à néant et remplacés par un syndicat unique fasciste. Quant aux députés du Parlement, eh bien, la liste des candidats éligibles au Parlement est fournie désormais par une nouvelle institution toute puissante, le Grand Conseil du fascisme. Donc, le Parlement est complètement à la botte des fascistes désormais. Et le roi, il est toujours roi. Oui, il est toujours roi, mais il a perdu son rôle constitutionnel. Alors, je rappelle qu'en Italie, le rôle du roi est d'arbitrer les querelles parlementaires, en nommant un gouvernement de compromis. S'il n'y a plus de débat parlementaire, il n'y a plus rien à arbitrer pour le roi. En novembre 1926, ce sont les fameuses lois fascistissimes, par lesquelles tous les passeports étrangers sont annulés, pour limiter la liberté de déplacement des Italiens. Fini l'émigration italienne. Les partis et les journaux antifascistes sont officiellement illégaux. Un service d'investigation politique est créé, l'OVRA, et tous les opposants du régime peuvent être traînés devant un tribunal spécial de défense de l'État. Avec les lois fascistissimes, l'État devient officiellement une dictature fasciste. Au passage, c'est aussi pour Mussolini le moment de museler les squadristes. Le temps des désordres squadristes est passé. Fini le gourdin et l'huile de ricin. Maintenant, c'est l'ordre que cherche le pouvoir. D'où le conflit qui apparaît entre Mussolini et Farinacci, secrétaire général du parti, très représentatif de ces squadristes révolutionnaires, et qui se voit maintenant acculé à la démission.
Donc, l'État fasciste est maintenant tout puissant ou presque. Mussolini peut mener un certain nombre de réformes pour s'occuper des grands problèmes de l'Italie. D'abord, la question sociale. Pourquoi y a-t-il eu cette montée du socialisme? Pourquoi le biennio Rosso? À cause de l'inflation, du chômage et des pénuries. Parce que les ouvriers souffraient d'un manque de représentation aussi. Et Mussolini, il va faire ça sérieusement, il va vraiment s'attaquer aux problèmes ouvriers. D'abord, il accepte que les ouvriers bénéficient d'une représentation. Mais il faut qu'elle soit encadrée pour éviter qu'elle tombe dans les filets de la propagande socialiste, évidemment. Cet encadrement, c'est le corporatisme, fameuse doctrine dont j'ai déjà parlé dans mon épisode sur Salazar. Mais ici, le corporatisme en Italie prend la forme d'un syndicat unique, le syndicat fasciste. Il est donc beaucoup plus centralisé en fait que le corporatisme de Salazar. C'est parce que en fait, il veut endoctriner un maximum les membres de ce syndicat au fascisme, mais il est sincère. Il protège vraiment les travailleurs. Bah oui, enfin j'ai pas de raison de remettre en doute sa sincérité. Mussolini, il est issu du socialisme. Il vient de là à l'origine. Et il connaît très bien la question ouvrière. Il est lui-même fils de forgeron. Il veut véritablement que les travailleurs soient représentés et il lui paraît logique que ces travailleurs aient des droits. Il augmente les pensions ouvrières, les indemnités journalières, il couvre les accidents du travail. Et puis à travers sa centrale syndicale, il valorise les loisirs, troupes de théâtre, dispensaires, chorales, voyages, sports, etc. Tout ça s'inscrit dans une idéologie qui est le corporatisme et qui figure sur la charte du travail, rédigée par un fasciste qui s'appelle Giuseppe Bottai. Mussolini a laissé tomber le socialisme de sa jeunesse. Le corporatisme n'est pas une doctrine révolutionnaire, il vise à pacifier les rapports entre bourgeois et ouvriers, tout simplement. Alors voilà pour l'aspect droit des ouvriers, mais il y a un autre aspect qu'il faut prendre en compte, c'est la reprise de l'économie. En 1922, tout le monde en Italie, les patrons comme les ouvriers, n'ont qu'une envie, c'est que l'activité économique reprenne. Ça, c'est le plus important. Il faut que la machine se relance. Là, c'est une question de vie ou de mort. Il commence donc par abolir l'économie dirigée qui avait été mise à l'époque de la guerre. Oui, parce que pendant la Grande Guerre, il y avait eu une économie dirigée. Donc, on dit que c'est une monarchie libérale. De fait, pendant la Grande Guerre, elle n'est pas libérale du tout. Les bourgeois sont très mécontents puisque leurs activités sont complètement entravées par ce que demande l'État. Parenthèse refermée. Donc, je disais, Mussolini, dans un premier temps, abolit l'économie dirigée de la guerre. Et donc ça permet aux détenteurs de capitaux de respirer un peu. Il restaure une confiance dans la lire, la monnaie italienne. Une confiance dont elle avait grand besoin pour attirer les investisseurs étrangers. Cette relance fonctionne bien. Le revenu national par habitant double entre 1921 et 1925. Les salaires augmentent de 10% et le nombre de chômeurs passe de 540 000 à 122 000. D'accord, mais il y a un truc que je comprends pas. Vas-y. Tu dis que les fascistes sont anti-bourgeois et révolutionnaires. Mais les bourgeois, en fait, sont très contents avec Mussolini. Ils l'ont aidé, après tout, à prendre le pouvoir. Donc pourquoi essayer de nous faire croire qu'il est anti-bourgeois? J'ai un peu de mal. Bonne question. Les socialistes, comme tu le sais sûrement, détestent la bourgeoisie. Ils la haïssent de A à Z. Ils veulent détruire la classe bourgeoise. C'est pas compliqué, hein. Les fascistes, eux, méprisent la classe bourgeoise quand elle s'occupe de politique. Elle peut faire des affaires, mais elle ne doit pas imprimer ses idéaux dans la politique. À chaque fois qu'elle se mêle de politique, elle tombe dans la démocratie molle et querelleuse, dans le parlementarisme ennuyeux, dans la corruption électorale massive. Et elle fait toujours passer ses intérêts de classe avant ceux du peuple. Donc il faut que la classe bourgeoise sorte de la politique, mais elle peut continuer à exister par ailleurs. C'est ce que pensent les fascistes. En tout cas, c'est ce que pensent les fascistes à condition qu'ils ne se retournent pas trop en arrière, qu'ils ne retrouvent pas trop leurs origines. Je te l'ai dit, les fascistes viennent des milieux socialistes anarchistes. Il faut donc qu'ils oublient un peu leur propre passé pour dire ça. Tant qu'ils sont pragmatiques, oui, c'est ce qu'ils pensent, et Mussolini, c'est ce qu'il pense dans les années 20 et 30. Mais le jour où le fascisme entrera en crise, et où il cherchera à se réinventer et revenir à ses sources, en fait, il pourrait très bien retomber dans le socialisme pur et dur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les fascistes, avant tout, détestent le mode de vie bourgeois. Les bourgeois sont des oisifs, qui représentent le contraire absolu de l'héroïsme viril, dont ils veulent être l'exemple. Le fascisme aime le danger. Il veut vivre dangereusement, selon l'expression de Friedrich Nietzsche, vivere pericoloso. Et c'est dans ce sens-là qu'il est anti-bourgeois. Essayez de garder un peu ça en tête, je sais que c'est un peu ambigu,
On va essayer de reparler de ça et de clarifier un peu ça dans la suite. Mussolini engage alors ce qu'on appelle souvent la bataille de la Lyre. C'est un épisode assez contesté, discuté de la dictature fasciste et on est un peu obligé d'en parler. Devines-tu ce que veut dire cette expression? La Lyre, c'est la monnaie italienne. Donc la bataille de la Lyre, ça concerne le marché d'échange, j'imagine? Tout à fait. En fait, Mussolini veut montrer sa force aux pays étrangers. Et pour ça, il veut une monnaie forte. Attends, forte, mais dans quel sens forte? Parce que j'imagine qu'une monnaie forte, ça veut pas dire une monnaie avec des pecs et des grands fessiers en béton, quoi. Je vais t'expliquer. Quand Mussolini dit qu'il veut une monnaie forte, en fait, il veut dire par là qu'il veut la réévaluer, augmenter les taux de change de la lyre en monnaie étrangère. Avant, il fallait 153 lyres pour une livre sterling. Bon, maintenant, il faudra plus que 92 lyres pour une livre sterling. Et si tu montes comme ça le taux de change, eh bien, ça va rendre les importations beaucoup moins chères. Mais où est le problème? Parce que tu disais que c'était un choix contestable. Tu penses qu'il aurait pas dû? Il peut se doter d'une monnaie forte s'il le veut, bien sûr, il a le droit. Salazar a fait pareil. Avoir une monnaie forte, c'est prestigieux. Parce que c'est un symbole de réussite économique, souvent. Mais il faut faire attention. Les importations sont moins chères, d'accord, mais les exportations, elles, seront pénalisées. Moi, j'ai pas de problème avec une politique de la monnaie forte, mais les pays qui font ça doivent être sûrs d'avoir une économie solide. S'ils sont trop dépendants des commandes de l'étranger, eh bien ils peuvent aller droit vers la catastrophe. Et c'est ce qui est arrivé à Mussolini. Hélas, c'est exactement ce qui est arrivé. Il faisait ça pour le prestige, et au final il s'est pris les pieds dans le tapis. C'est bête parce qu'en parallèle il a mené des combats très utiles pour améliorer le rendement des terres. Les terrains sont en piteux état depuis la guerre, et Mussolini, dans son souci de redresser l'économie, a relancé l'agriculture. Et effectivement, plusieurs millions d'hectares sont assainis et irrigués dans la basse vallée du Pô. Les marais pontins aussi, tout près de Rome, doivent leur assèchement à Mussolini. Donc la politique agricole du Duce est très intéressante. Il y a moins de faune marécageuse, moins de moustiques, moins de paludisme, des nouvelles routes sont aménagées, etc. Donc c'est vraiment très intéressant. Ah oui, et tout ça va être gâché à cause de la politique de la monnaie forte. Peut-être pas à long terme, parce que les marais pontins par exemple, ça va bénéficier aux Italiens à l'avenir, bien après lui. Mais gâché à court terme, oui, parce que ce blé qu'il fait pousser, eh bien, quand la crise de 1929 viendra, il n'arrivera plus à le vendre. Et pourquoi il ne peut plus le vendre? Parce que la crise de 1929, c'est une crise déflationniste. Les prix baissent à l'international. En Italie, la monnaie est trop forte. Le blé italien est beaucoup plus cher que tous les autres. Et du coup, eh bien, les exportations de blé s'effondrent à 60%. Et le pays retombe dans le chômage, malgré toutes les réformes de Mussolini. Mais quand il a vu que le chômage reprenait, il n'a pas voulu dévaluer la lyre du coup. Jusqu'en 1936, Mussolini s'obstine à garder la lyre à un niveau qui est manifestement trop haut, et ce malgré tous les conseils avisés de son entourage. Mussolini serait-il du genre à surestimer ses forces? On aura l'occasion d'en reparler avec la Seconde Guerre mondiale. Mais avec la bataille de la lyre, il laisse entrevoir une partie de sa personnalité un peu déroutante. Et il va le montrer d'ailleurs une deuxième fois. Toujours dans le domaine économique, avec la politique de l'autarcie. Attends, de l'autarcie, c'est quoi encore ça? C'est du protectionnisme? Alors rappel, le protectionnisme, c'est en gros quand on édifie des barrières douanières pour protéger l'industrie nationale. Alors pas forcément que des douanes, mais c'est surtout ça. C'est une politique archi courante, pratiquement tous les pays ont fait ça dans leur histoire, et c'est une politique qui peut vous protéger d'une crise internationale. L'Italie fasciste a une énorme industrie nationale, protégée sans surprise par des barrières douanières. Donc jusqu'ici, pas de problème. Si l'Italie a fini quand même par connaître la crise de 29, c'est pas tellement à cause de son protectionnisme, mais c'est plutôt à cause de sa politique monétaire qui a pénalisé ses exportations de blé. Mais voyant que la crise faisait des ravages, Mussolini a pris une décision, c'est qu'il va faire passer son économie du stade du protectionnisme au stade de l'autarcie. L'autarcie, c'est du protectionnisme en version plus hard, en fait. On parle d'autarcie quand ce protectionnisme devient excessif et qu'il tourne au contrôle de la consommation intérieure. Autrement dit, le régime essaye de forcer les gens à ne consommer que ce qui est produit dans le pays. Ça suppose une forme de dirigisme, une économie dirigée par l'État,
avec un système de rationnement. On contrôle la consommation des citoyens en leur empêchant de manger de la viande tel jour, par exemple, ou en réglementant le nombre de pages du journal pour que ça corresponde à la production de cellulose du pays, ou on va contrôler la consommation d'électricité par la fermeture de certaines salles, etc. Oh là là, mais c'est un rationnement de temps de guerre qui nous fait là. Bien sûr, c'est quand même une idée un peu bizarre. L'autarcie, dans sa tête, c'est une préparation, un endurcissement, une formation conforme à l'idéologie fasciste. Vous allez voir, ça sera bien utile quand on sera en guerre. Vous me remercierez plus tard, parce que vous serez devenus des vrais durs, grâce à moi. Voilà l'idée générale de la politique d'autarcie. Après, en parallèle, il fait des prospections pour améliorer la production intérieure, le fer de l'île d'Elbe, le charbon en Istrie, etc. Donc, c'est dans le cadre de la politique autarcique de Mussolini, par exemple, que l'Italie commence à exploiter le gaz naturel dans la vallée du Pô. Le gaz naturel dans la vallée du Pô, c'est rien moins que l'indépendance énergétique italienne de l'après-guerre. Donc c'est pas rien quand même. C'est sous Mussolini que le pays se lance dans la chimie, caoutchouc synthétique, textile synthétique. Donc je suis pas en train de vous dire que sa politique économique est complètement mauvaise. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que cette autarcie, elle est un peu naïve. L'Italie n'a jamais approché véritablement l'autarcie réelle. Et pendant la guerre, elle sera complètement dépendante de l'étranger, comme tout le monde. D'où une impression assez partagée, c'est que tous ces sacrifices sont des sacrifices à perte. Mussolini voulait une monnaie forte, il voulait l'autarcie. Au fond, il veut institutionnaliser l'abandon du mode de vie bourgeois. Ce qui le conduit à ces méthodes un petit peu étranges, innovantes, mais franchement contestables sur le fond. En fait, Mussolini prépare les Italiens à la guerre. Mais quelle guerre exactement? C'est le moment d'aborder un nouveau sujet, la guerre. Mes amis, dans le prochain épisode, n'oubliez pas votre gilet pare-balles. Il est possible qu'il y ait quelques balles perdues.